Si vous avez le même profil de joueur que moi, lors de votre enfance, vous avez sans doute passé un temps inquiétant à calculer des listes d'armées plutôt qu'à jouer ou à peindre. Si vous avez regardé la partie explicative, vous avez remarqué que les personnages ont un coût d'activation, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de coût en points. On paye à chaque fois qu'on les active. Ce que ça signifie, c'est que dans Warband, on va pas faire de liste d'armées, on va pas calculer des coûts en points et faire des listes pendant des heures, mais on va composer sa bande en assemblant des cartes et en formant un deck. Et pour les joueurs comme moi qui adorent planifier à l'avance, le plaisir il est quand même au rendez-vous. Il y a vraiment de quoi faire, c'est vraiment extrêmement modulable et avec un petit changement, on peut vraiment imaginer beaucoup de stratégies différentes. Donc on va pas voir ici comment composer un deck pour une partie rapide, donc de démonstration comme vous avez pu le voir dans l'expli party. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur un deck pour une partie standard, donc qui est 2 fois plus importante que la petite partie que vous avez pu voir en démonstration. Un deck pour Warband, ça se compose de 14 cartes, et on peut vraiment presque faire comme on veut, il y a très peu de règles pour composer celui-ci. Et comme il n'y a pas de coût en points pour les personnages, il y a des coûts d'activation, vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble, ce qui veut dire que si vous voulez prendre que des personnages ultra forts, vous pouvez, mais votre bande ne va pas être très maniable. Chaque personnage va vous coûter beaucoup trop de jetons ordre, et au final, dans votre tour, vous n'activerez presque rien, et vous allez sans doute perdre la partie. Le but du jeu ici, c'est d'avoir une courbe de jetons ordre, c'est-à-dire d'avoir des personnages à faible coût et des personnages à fort coût pour pouvoir utiliser les petits personnages pour remplir les objectifs, ou pour distraire l'ennemi, tandis que les gros personnages vont essayer de faire le taf au niveau de la létalité. On va passer en revue les quelques types de cartes qui existent, en commençant avec les cartes de leader. Les cartes de leader, c'est celles qui vous génèrent les jetons ordre, comme vous avez pu le voir dans la vidéo explicative des règles. Ces cartes leader, il y a une chose à savoir, c'est que vous devez en avoir 2 dans votre deck. Pas une de plus, pas une de moins. Et elle se présente comme ceci, une carte vraiment assez simple, avec 2 informations vraiment très importantes. On a tout premièrement la génération de jetons ordre. Les leaders, ils sont là pour générer des jetons ordre au début de chaque tour. Ici, vous le voyez aux 3 petits hexagones en bas, le Doimo, il génère des jetons ordre orange, qui correspond à la faction des raiders. Et pourquoi est-ce qu'il y a 3 chiffres différents? Eh bien, comme on l'avait expliqué lors de la partie explicative, les leaders vont avoir une génération de mana qui augmente au fur et à mesure des périodes. Donc, le tableau d'action est divisé en 3 périodes. Ici, tout simplement, le Doimo génère 3 jetons ordre lors de la période 1 et 4 jetons ordre lors de la période 2 et 3. Ce qui est une génération de jetons ordre assez faible, mais ça s'explique par le fait que les leaders, ils ont aussi un pouvoir de leader qui s'active au début du tour, et celui du Doimo, il est vraiment assez fort, ça permet de, tout simplement, de frapper, donc d'utiliser l'action frapper en dehors du tableau d'action avec un personnage. Ce personnage, par contre, doit être en état de panique, donc on rentre à nouveau dans le mécanisme des raiders qui ont un intérêt à être en état de panique. Et ici c'est vraiment très fort parce qu'au début de chaque tour vous pouvez avoir un personnage qui va frapper gratuitement l'adversaire avant même que le tour commence. Donc vraiment très costaud, mais pour ça il faut déjà avoir passé un personnage en état de panique, il faut qu'il soit au combat. Donc il y a vraiment pas mal de conditions, mais lorsque ça passe, ça fait vraiment très mal. Donc ces cartes de leader, 2 informations, les jetons ordre générés et le pouvoir de leader. On va passer maintenant aux cartes de personnages qui forment vraiment le cœur de votre deck, puisque chaque carte de personnage vous rapporte une figurine. Donc comme on l'a dit, votre deck fait 14 cartes, vous devez avoir 2 cartes leader, et vous pouvez avoir autant de personnages que vous voulez, ce qui veut dire qu'au maximum vous pourrez avoir jusqu'à 12 personnages dans votre deck, si vraiment vous prenez rien d'autre à chaque fois des personnages. Sur ces cartes de personnages vous avez plein d'informations, mais on va pas les voir ici, on va aller un peu plus vite tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et on va passer à la carte suivante, qui est une carte d'amélioration, il s'agit de la carte de formation. Donc la carte de formation, comme vous l'avez vu lors de la partie explicative, ça vous permet d'avoir non pas une figurine, mais 2 figurines pour un personnage qui vont se déplacer en unité. Et toutes les informations qu'apporte une formation sont notées directement sur la carte, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, qu'on ajoute 1 au coût d'activation de la figurine, donc un personnage qui vous coûte 2 jetons ordre, si vous le mettez en formation, il vous coûte 3 jetons ordre. Les personnages en formation obtiennent un bonus de plus 1 pour toucher, que ce soit au tir ou au corps à corps, peu importe, ils obtiennent toujours un bonus de plus 1, et également, ils obtiennent un dé supplémentaire, ce qui est vraiment très fort, donc ils obtiennent plus 1 dé et plus 1 pour toucher, donc ça change tout à fait le personnage, qui est vraiment une force de frappe vraiment plus importante. Dernier bonus octroyé par la formation, et pas des moindres, on a 1 point de vie supplémentaire pour la formation, ça va donc être plus difficile de sortir une formation de table que s'il était forcément tout seul.
Avant-dernier type de carte qui existe, à nouveau une carte d'amélioration pour les personnages, il s'agit de cartes équipement. Une carte équipement, c'est un bonus vraiment très important qui va s'ajouter au personnage auquel vous l'attachez. Par exemple ici, on a le canon rotatif qui est une arme de tir qui va vous octroyer un dé supplémentaire au tir pour un malus de -1 pour toucher. Un petit malus de -1 pour toucher, c'est vraiment pas cher payé quand on pense qu'on est sur un dé 12, donc avec des chiffres de 1 à 10. Donc cet objet-là, il est vraiment très très puissant pour peu que vous l'attachiez à un personnage qui forcément est déjà un bon tireur. Vous remarquerez qu'au milieu de la carte, il y a un petit symbole de pistolet en vert. Alors ce petit pistolet, il s'agit du type de carte. Ici, ça indique qu'il s'agit d'une arme de tir. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on glisse cette carte derrière la fiche de personnage auquel on l'attache, eh bien si celui-ci a déjà une arme de tir, par exemple le cop ici, il a déjà un pistolet, enfin il a déjà une arme de tir, un personnage il n'a pas le droit d'avoir 2 fois le même type d'équipement. Donc ici, le canon rotatif, il a également le même symbole au milieu de la carte, ça fait 2 fois une arme de tir. Le cop n'a donc pas le droit d'avoir un canon rotatif parce qu'il a déjà son burster. Donc comme je viens d'illustrer, les cartes équipement et les cartes formation, vous pouvez les mettre derrière la carte de personnage afin d'équiper celui-ci, et ça permet d'avoir les règles du personnage au complet. Donc avec les exemples qu'on a donnés, vous pouvez vraiment faire un personnage ultra bourrin. Par exemple, si vous lui donnez le canon rotatif et que vous le mettez en formation, ben la formation et le canon rotatif vont lui donner un dé supplémentaire, donc il va avoir 3 dés lorsqu'il tire, et il va avoir un malus de -1 pour le canon rotatif pour toucher, mais qui est contrebalancé par le +1 de sa formation. Donc c'est vraiment un personnage qui va devenir très très dangereux au tir. Par contre, cela a quand même un coût, parce que ça va vous prendre 3 cartes de votre deck. Imaginez maintenant que votre adversaire réussisse à neutraliser ce personnage d'une façon ou d'une autre, ben ça fait 3 cartes sur votre deck qui sont rendues inutilisables, donc c'est vraiment un très très gros coup. Mais en contrepartie, le personnage est ultra bourrin. Dernier type de cartes qui sont disponibles pour votre deck, il s'agit des cartes de vocation. Une vocation, c'est à nouveau une carte d'amélioration, mais qui va pas s'attacher à un personnage, mais à un leader. L'effet de la vocation, il est assez faible, ça va vous donner par exemple un petit bonus de +1 en attaque à tous vos personnages en état de panique. C'est donc des règles qui sont intéressantes mais pas trop fortes non plus, mais par contre qui va s'appliquer souvent à l'ensemble de votre warband. Donc c'est vraiment très intéressant si vous avez une warband que vous axez vraiment sur une stratégie, par exemple sur la panique, d'avoir une carte comme ça qui va encore un petit peu augmenter l'efficacité de ce mécanisme pour toute votre warband. On a fini de voir toutes les cartes qui existent pour composer son deck à warband, il reste plus que les règles de composition de deck, et celles-ci sont ultra simplistes, ultra permissives, mais vraiment très très intéressantes parce qu'elles permettent beaucoup de choses. Premièrement, vous n'avez le droit que de choisir une carte de chaque type, excepté les cartes formation. Vous pouvez passer n'importe quel personnage en formation, vous n'êtes pas limité à une seule formation par bande. À part ça, toutes les autres cartes ne peuvent être disponibles qu'en un exemplaire, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire des doublettes, des triplettes du même personnage, vous allez devoir varier un petit peu les plaisirs. Même chose pour les leaders, les vocations, les objets, on a le droit de prendre qu'une seule fois chaque carte, à part les formations. Deuxième et dernière règle de composition de deck pour warband, et moi c'est vraiment celle que je préfère, vous avez le droit de composer votre deck avec des cartes de toute la collection, et pas uniquement avec des cartes qui sont issues de votre faction. Ce qui veut dire que vous avez par exemple le droit de prendre un leader de la caravane et générer des jetons ordre jaune, et un leader des raiders et générer des jetons ordre orange. Vous aurez donc une génération des 2 couleurs, ce qui va vous permettre d'avoir des personnages raiders et des personnages de la caravane, et de les faire combattre côte à côte avec un leader de chaque faction en ayant les jetons ordre qu'il faut pour les activer. Vous pouvez même faire ce qu'on appelle un splash et venir prendre des personnages avec une 3e couleur, parce que certains objets vous permettent de générer des jetons ordre, et aussi parce qu'il y a une règle de base à warband, vous avez toujours le droit d'échanger 2 jetons contre un jeton ordre de n'importe quelle couleur. Vous pourriez même avoir des personnages de toutes les factions dans votre warband si vous le voulez, c'est autorisé. Par contre, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'évidemment, votre génération de jetons ordre va pas pouvoir couvrir toutes les couleurs, et vous pouvez pas vous permettre de à chaque fois dépenser 2 jetons ordre pour faire les couleurs dont vous avez besoin. Mais ça va permettre vraiment des combinaisons parfois improbables, mais d'aller chercher des synergies dans différentes factions et de composer vraiment la warband qui vous convient. Voilà, on a couvert l'intégralité de la composition d'un deck. C'est vraiment un système qui permet 2 choses. Ça permet à ceux qui, comme moi, aiment vraiment planifier à l'avance et imaginer les stratégies, de passer vraiment beaucoup de temps à essayer de trouver des synergies improbables, à trouver des petits combos originaux. Et ça permet à ceux qui aiment jouer de se pointer chez leur adversaire avec une série de cartes et de les aligner et d'essayer de faire quelque chose qui tient plus ou moins la route avant de se lancer directement dans la partie. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera, je l'espère, si j'arrive à mettre les bouchées doubles, l'ouverture du site de vente de warband. Ciao!